Salut à tous et bienvenue dans 100% avec la critique de Persona Q Shadow of the Labyrinth, Nochan et Retro & Magic sur Gym Power in Mutant Planet. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'apprécie particulièrement dans la langue japonaise, c'est les onomatopées. Il y en a toute une variété et elles ne servent pas qu'à reproduire des sons. Je vous en parle après les news. Mario Maker est un outil qui permettra aux joueurs de créer pièce par pièce des niveaux à défilement horizontal. Lors du dernier E3, Nintendo avait déjà évoqué l'usage de deux moteurs différents, celui du Mario original et celui de la série des New Mario Bros. Mais Miyamoto Shigeru a fourni de nouveaux détails à l'occasion des récents Game Awards. On sait désormais que le jeu intégrera aussi des sprites et des éléments issus de Super Mario World et de Super Mario Bros 3. Les créations étant apparemment échangeables, on a hâte de voir quel genre de niveau sadique la communauté sera capable de concocter. Mario Maker est prévu pour le premier semestre 2015 sur Wii U. Nintendo a aussi profité de l'événement pour nous montrer quelques images du prochain Zelda, comme on avait pu l'évoquer dans les news d'hier. Très peu d'informations avaient circulé depuis la diffusion du premier teaser. On était donc impatients d'en savoir plus sur ce jeu tant attendu. Malheureusement, la vidéo de Miyamoto Shigeru et d'Aonuma Eiji laisse quelque peu sur sa faim. Les features présentés étaient au final assez mineurs. À part l'affichage de la carte sur l'écran du gamepad et l'annonce de quelques nouveautés concernant Epona, nous n'avons pas appris grand-chose, sauf un détail lâché innocemment. C'était quoi? Ah oui, le prochain Star Fox sortira bel et bien en 2015. Surprise! Street Fighter V sortira en 2016, exclusivement sur PS4 et PC. Court mais riche en informations, le premier teaser nous donne un bref aperçu de la nouvelle direction artistique tout en nous laissant entrevoir de la destruction du décor, du guard crush, des launchers et surtout la présence d'une nouvelle mécanique, le V-Trigger. Cette pause semblant booster temporairement les attaques. Plus d'informations devraient être dévoilées lors de la Capcom Cup. Alors en attendant d'en savoir plus, on vous laisse devant ces images de Hadoken en HD. Comme je vous ai dit, un truc que j'aime particulièrement dans la langue japonaise, c'est les onomatopées. Il y en a trois grands types. Les Gihongo, les Giseigo et les Gitaigo. Les Gihongo, qu'on écrit avec on, le kanji de Oto, le son, est le terme général pour parler des onomatopées qui représentent des sons faits par des choses. Par exemple, pour le bruit de la pluie, il existe différentes onomatopées selon le type de pluie. Za-za, c'est le bruit de la pluie qui tombe fort. Potsu-potsu, c'est la pluie qui commence à tomber. Et shito-shito, c'est pour parler d'une pluie fine. Les Gihongo sont censés reproduire le son réel ou du moins s'en approcher le plus. Et comme vous l'aurez remarqué, la plupart du temps, les Gihongo consistent en la répétition de deux kanas différents. Le deuxième type d'onomatopée est celui qui exprime des sons d'êtres vivants. Je vous en parle après la critique de Persona Q Shadow of the Labyrinth. Arena récemment, Dancing All Night d'ici peu, la série des Persona semble avoir trouvé dans la déclinaison de son univers et de ses codes une nouvelle vocation. Et alors qu'elle s'adapte de force aux jeux de combat ou de rythme, alors qu'elle étend son univers et tente plus ou moins habilement d'unifier de plus en plus d'histoires différentes au sein d'une chronologie chaotique, les fans ont autant de raisons de se réjouir que les autres de fuir. Ça peut être nocif quand ça tue dans l'œuf tout espoir de fréquentation à long terme des lobbies online, et donc de la pérennité d'un jeu comme Persona 4 Arena Ultimax, mais quand Atlus décide de mélanger RPG et RPG en fusionnant Persona avec Etrian Odyssey, on a a priori beaucoup moins de soucis à se faire. Welcome to the Velvet Room. Persona Q n'a pas spécialement à craindre pour lui-même quand il décide de jouer à fond la carte du fanservice. En tant que jeu solo pur et dur, il peut décider de s'adresser uniquement à un public très restreint sans risquer de nuire à son expérience de jeu. Il peut en profiter au contraire pour lui parler longuement et de manière très approfondie à ce public. Il n'hésite d'ailleurs pas à le faire, en demandant avant son introduction et sans même s'encombrer de présentation, de choisir entre le personnage principal de Persona 3 ou de Persona 4. Ce faisant, il largue déjà tout profane qui aurait eu l'idée saugrenue de se procurer le produit obscur de deux séries obscures.
Et si d'aventure ça ne devait pas suffire, il enfonce très vite le clou en décidant de mêler les aventures et les castes de Persona 3 et 4, à grand renfort de dimensions parallèles et de voyages temporels. Et pendant que les autres s'en foutent, les fans verront dans cette débauche de grosses ficelles scénaristiques une merveilleuse occasion de rassembler pas moins de 16 personnages bien connus, issus de jeux sûrement déjà faits, appréciés, refaits et réappréciés. Des personnages que le jeu réunit dans une version alternative du lycée Yasogami, figé en pleine kermesse alors que ses élèves désincarnés hantent les couloirs et qu'une énorme horloge s'est invitée comme par magie au milieu de la cour. Et que l'on choisisse alors de s'intéresser réellement à un scénario au demeurant assez bateau pour le replacer dans les chronologies respectives de Persona 3 et 4, ou que l'on décide au contraire de n'y voir qu'un simple prétexte, ça revient finalement au même. Parce que dans un cas comme dans l'autre, ça ne changera de toute façon absolument rien au charme fou dont sait faire preuve Persona Q. Un charme qui passe aussi bien par une simple interface que par les dialogues, les musiques, le nouveau design des personnages, les nombreux commentaires que ces derniers font en combat et en exploration, ou encore les quelques animations qui peuvent habiller le couloir de lycée qui fait office de quartier général ou le passage d'une porte en donjon. Pris indépendamment, il ne s'agit généralement que de petits détails. Mais mis ensemble, ces détails deviennent les attentions absolument nécessaires et absolument géniales qui font de Persona Q un jeu vivant et incroyablement plaisant pour son public. Et si par public on désigne pour l'instant avant tout les fans de Persona, c'est parce qu'il faut plonger au cœur de ces donjons pour voir le jeu opérer réellement la fusion avec les Etrian Odyssey. Au Etrian Odyssey, Persona Q emprunte la structure désormais classique. Il s'agira donc bien évidemment d'explorer en vue subjective une série de labyrinthes plus ou moins tortueux, tout en traçant les plans à la main grâce à l'écran tactile de la 3DS. Bien sûr, l'erreur pardonne rarement pendant les combats, et encore moins quand on parle des traditionnels boss ambulants que sont les FOI. Et bien sûr, cette structure, au demeurant assez simple, fonctionne toujours aussi bien. D'autant qu'elle a été légèrement ajustée pour l'occasion, en simulant notamment une sorte de champ de vision pour l'équipe qui aide le joueur à tracer les plans, ou en ajoutant des petites énigmes de ci de là, en limitant également au maximum les allers-retours fastidieux grâce à de nombreux raccourcis et des solutions de téléportation très abordables. Et surtout en réinventant sensiblement les FOI pour en faire des éléments de puzzle au lieu de les limiter à leur rôle traditionnel de simples menaces ambulantes. Leur comportement varie au fil des donjons, et il faudra éviter les tirs de flèches de certains ou trouver le moyen d'en attirer ou d'en semer d'autres. Tout ça en s'adaptant toujours assez habilement au thème de chaque labyrinthe, qu'il s'agisse de la maison hantée ou du rendez-vous romantique. Mais si l'on passera beaucoup de temps à éviter les FOI, on en consacrera évidemment beaucoup plus à combattre les ennemis réguliers. L'occasion de découvrir un système de combat qui obéit dans l'ensemble aux règles déjà éprouvées d'Etrian Odyssey, mais ne brille jamais autant que lorsqu'il y ajoute à sa manière celle des Persona. Le plus bel exemple en la matière est certainement le principe du boost, qui reprend dans les grandes lignes le système de press turn cher au SMT, mais en change les récompenses. Ici, quand un personnage parvient à frapper la faiblesse d'un ennemi, il rentre dans un état de boost, qui lui assure de pouvoir utiliser gratuitement n'importe quelle compétence dès le début du tour suivant. À moins qu'il se fasse toucher entre-temps. Combiné au système tout aussi traditionnel des Persona à équiper, qui accorde en l'occurrence une réserve de HP et de SP rechargée entre chaque combat, le boost est une manière très judicieuse d'aborder la gestion des ressources. Il récompense ceux qui savent s'en servir, en leur facilitant les combats bien sûr, mais surtout en leur offrant des séances d'exploration plus longues et rentables. Et c'est tout à fait génial. Reste alors à ajouter la fusion de Persona et tout ce qu'elle implique en matière de profondeur, de stratégie et de possibilités de build. Les nouvelles compétences dédiées à l'exploration ou aux gros bonus de combat également, ou encore le retour des skill cards ou des fusions sacrificielles déjà aperçues dans d'anciens SMT. À ajouter tout ça, et d'autres surprises encore, pour obtenir une recette à l'efficacité redoutable, qui réinvente de manière très appropriée les règles issues de 2 séries aux identités fortes. Dommage en de telles circonstances que Persona Q ne propose pas les solutions de level up rapide qu'avait présenté Etrian Odyssey 4. Car il peut être tout à fait dramatique pour le fan de devoir extraire 5 combattants d'un panel de 16 personnages auxquels il a déjà eu tant d'occasions de s'attacher. Et il aurait donc été bienvenu de pouvoir les interchanger un peu plus facilement. Mais avec son absence malheureusement prévisible de traduction française ou de voix japonaise, c'est peut-être là un des seuls reproches que le fan pourrait adresser à un jeu qui lui accorde tant d'importance.
chocolate, banana, potato, milk, melon, seaweed, red bean and smelt. Si Persona 4 Arena Ultimax touchait d'une certaine manière aux limites du fanservice, Persona Q pousse le procédé au bout de tout ce qu'il peut avoir de meilleur. Intransigeant à la limite de l'autisme, il s'enferme lui-même dans un discours que beaucoup jugeront aberrant, mais qu'une poignée d'élus aura toutes les raisons de trouver génial. Il est le produit très excluant mais absolument brillant d'un excellent Persona doublé d'un excellent Etrian Odyssey. Bref, un excellent jeu vidéo qui a simplement décidé de parler à peu de gens pour être sûr de leur parler bien. Senpai, you're the best. Après les Gihongo, les onomatopées qui désignent des sons faits par des choses, il y a les Giseigo, avec sei le kanji de koe, la voix, qui sont les onomatopées qui reproduisent le bruit d'êtres vivants, comme par exemple le cri des animaux. Vous connaissez probablement l'onomatopée correspondant au miaulement du chat, nya ou nyan, comme dans Yurushite Nyan, l'aboiement du chien, c'est wan, comme dans Kyo no Wanko, les souris ou les petits rongeurs comme Biket, ça sera chu, une chèvre c'est presque comme en français, mais un cochon, bou bou, le singe, ki et le tigre, gao. Et enfin Cocorico c'est kokekoko. Je trouve ça intéressant de regarder dans les différentes langues comment on retranscrit le son des animaux. On voit bien que selon notre perception, des sons n'est pas la même selon la langue. Les connexions dans le cerveau sont pas les mêmes, tout ça, c'est fascinant quoi. Allez on regarde Mochan qui est tout aussi fascinant. Salut les otaques, c'est Nochan. Ah, l'insécurité. Cet éternel marronnier des politiciens pour faire frémir les braves gens, s'en servir tel un cheval de Troie dans l'esprit de l'honnête contribuable. L'insécurité dans le monde, en général, si le trait n'est pas forcé, je ne suis pas contre en parler, remarquez. Mais un effort quand même pour ne pas être grossier, d'accord? Car dès qu'on parle sécurité numérique, ça fait peur pour de bon. N'abordons pas le sujet du piratage massif du réseau interne de Sony fin novembre, par exemple, et encore moins de la technologie NFC. Pour le coup, j'hésite à en rire ou à en pleurer. Remarquez, quand je vois le nouveau service de sécurité de Microsoft, je suis partagé également. Sur son campus de la Silicon Valley, le célèbre constructeur a décidé de déployer ses modèles du robot K5. Niveau design, cela peut faire penser à des espèces de suppôts qui monteront vaillamment la garde pour pas trop cher de l'heure. Malheureusement, là, ce sont les vigiles humains qui l'ont dans... Enfin, là quoi. Enfin, je digresse. Je dis suppos, ce n'est pas le plus valorisant, j'en conviens. Ça pourrait tout aussi bien faire penser à des Daleks, c'est un peu plus cool, mais pas forcément plus rassurant. Et ne parlons pas de la marine US, hein. Car ça y est, elle dispose enfin d'un vrai canon laser, d'une puissance de 30 kW. Oui, un vrai qui envoie un rayon environ 30 millions de fois plus puissant qu'un pointeur laser, fait péter une torpille ou grille un drone en plein vol, et en plus, il se contrôle avec un pad. Un pad! Hallucinant! Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il est en infrarouge, donc invisible à l'œil nu. D'un point de vue militaire, c'est un avantage, ok. Mais d'un point de vue charisme, par contre, c'est un peu tout nul. Bon, Hollywood va devoir enjoliver le tout, encore une fois, pour que ce soit un peu plus sexy visuellement. Ou faire appel à des gens comme le constructeur Triforce, spécialisé dans les répliques d'armes, parus dans des jeux vidéo célèbres, entre autres. Leur création la plus récente? Les fusils plasma de la série Halo. Voilà. Ça, c'est une arme qui a de la gueule. Elle coûte quand même 600 $. Mais au moins, elle ne devrait faire de mal à personne, contrairement au laser américain, c'était plutôt aux intentions nettement plus véhémentes, on s'en doute. Car faire des armes au design cool, c'est chouette. S'en servir dans la réalité pour tout casser, ça allait un peu moins. Oui, c'est vrai. La guerre. C'est moche. En effet, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Pourquoi vouloir péter la gueule aux voisins parce que ces pixels ne vous reviennent pas? On ne serait pas mieux tous ensemble, fraternellement, à faire, je sais pas... de l'origami, totalement au hasard. Et je me suis laissé dire que certains internautes chinois se débrouillaient plutôt pas mal, comme l'utilisateur du forum Baidu du nom comment ça se prononce ça? Attendez, je tente. Me criez pas dessus si je me viande, et que c'est pas les bons tons, hein, mon chinois n'est plus ce qu'il était. Bon, alors je dirais... Duo Fulang Ming. J'espère que je ne suis pas trop loin de la réalité. En tout cas, il se débrouille niveau origami et ça c'est déjà la classe.
Et si on veut pas se plier en 4, on pourrait jouer à se taper dessus. En toute amitié bien sûr, hein, sur Super Smash Bros Melee. Et pour ceux qui cherchent un moyen de passer leur cours de manière ludique, pourquoi ne pas tenter cette version sur calculatrice graphique monochrome à processeur Z80 ? C'est en cours de développement. Je ne suis pas certain que sans pas d'analogique ce soit très jouable, mais c'est déjà fun à voir. Sur ce, mon bien cher public, ne vous inquiétez pas trop et profitez plutôt des fêtes. L'apocalypse pourra bien attendre un peu. Alors, jouez bien, faites la poussière sur vos figurines, et je vous dis... à la prochaine Ozak. Le troisième type d'onomatopée, c'est les Gitaigo. Le tai de Gitaigo s'écrit avec le kanji de la forme, de l'apparence. Les Gitaigo ne sont pas des onomatopées qui reproduisent des sons, mais ce sont des mots qui permettent d'exprimer un état, une sensation, une description visuelle, une texture, bref, tout ce qui n'est pas audible. Dans les mangas, les Gitaigo sont utilisés de la même façon que les Gihongo ou les Giseigo pour ajouter des informations quant à la scène. Et c'est souvent une galère à traduire. Par exemple, Jilo Jilo, ça signifie regarder quelque chose fixement. Kila Kila, c'est pour tout ce qui est brillant. Bala Bala, ça représente le désordre. Fua Fua, c'est quelque chose de moelleux. Il y a aussi une onomatopée pour décrire le fait d'être complètement amoureux, c'est Melo Melo. Comme dans One Piece, c'est le personnage de Boa Hancock qui envoie des Melo Melo Beam pour rendre les gens amoureux. Et pour finir, il y a même l'onomatopée du soleil ou de la lumière, K. Très sympa à retranscrire en français, personnellement je triche souvent en mettant des cuits. Voilà, on passe à Retro and Magic sur Jim Power in Mutant Planet. Édité par Loriciel et conçu par le studio Digital Concept, Jim Power est un jeu d'action rentrant dans la catégorie des run and gun, tout comme les Contra et autres Metal Slug. Très remarqué lors de sa sortie sur Amiga en 1992, le titre sera vite porté sur différents supports. Amstrad CPC, Atari ST, PC Engine Super CD-ROM-ROM, Super Nintendo ou encore PC. De nombreux hardware vont en effet dérouler le tapis rouge à Jim, un as de la gâchette et spécialiste des missions suicides. Samantha, la fille du président Halley, a été kidnappée par l'immonde Vulcor, un mutant désirant plus que tout mettre la main sur l'arme ultime que possède la Terre. Chef de l'unité spéciale en charge de la sécurité du président, Jim Power part donc pour la planète des mutants afin d'y délivrer la jeune fille et exterminer au passage la population locale. Un pitch bas du front qui a le mérite d'annoncer la couleur car ici la finesse n'a pas droit de citer. Le principe est en effet on ne peut plus simple. On avance et on détruit tout ce qui bouge, le tout sur 5 mondes débordant de monstres. Basique au possible, cette mission n'en reste pas moins périlleuse, les vies étant peu nombreuses au début et les points d'énergie inexistants. Le moindre contact avec un ennemi est fatal. Le challenge est donc assez relevé, même pour des joueurs expérimentés. Si les différentes tâches sont relativement basiques au niveau de leur structure, le parcours s'avère tout de même varié car le jeu alterne entre des phases pédestres et aériennes. Dans les deux cas, le joueur fait usage d'un pistolet laser pour se débarrasser des mutants. Il peut également glaner divers bonus améliorant sa force de frappe et lancer des bombes réduisant en miettes toute menace se trouvant à l'écran. Dans les airs, le jeu se transforme en shoot'em up pur et dur. Affublé d'un jetpack, l'agent spécial doit anéantir des vagues d'ennemis ou se confronter à de gigantesques boss. Le jeu ne propose rien d'original en termes de gameplay, mais il reste néanmoins défoulant et assez amusant à prendre en main. Il n'est toutefois pas exempt de défauts pour autant, et les plus tatillons pesteront contre le look un peu ringard de Jim et de ses assaillants. Certains d'entre eux arborent d'ailleurs un design totalement décalé quand ils ne sont pas un peu trop inspirés du Ghouls and Ghosts de Capcom. Quant à leur comportement, ils prêtent également à sourire, la plupart ne se contentant que de courir bêtement dans tous les sens. Il est aussi regrettable que les sauts soient si peu puissants, rendant les phases de plateforme particulièrement délicates. Mais le bébé du studio Digital Concept a surtout marqué les possesseurs d'Amiga pour sa réalisation de très haute tenue. Jim Power est l'incarnation parfaite de cette guerre sans merci que se livraient les éditeurs pour créer des jeux d'action toujours plus impressionnants sur le micro-ordinateur de Commodore, une compétition qu'avait inauguré Shadow of the Beast en 1989. Car lors de sa sortie, Jim Power en mettait plein la vue. Avec ses scrolling parallaxes en grand nombre et sa palette de couleurs extrêmement riche, il tirait pleinement parti des capacités de l'Amiga.
Mais plus que l'aspect graphique, c'est surtout la bande-son du jeu qui lui confère une telle aura. Mitonné par Chris Hulsbeck, l'un des compositeurs stars des années 80 et 90, et connu notamment pour ses travaux sur la saga Turrican, les mélodies accompagnant les aventures de Jim sont en tout point fantastiques. Pour l'anecdote, Koshiro Yuzo, autre compositeur de renom bien connu des téléspectateurs de No Life ainsi que des fans de Streets of Rage ou Actraiser, avait réalisé un arrangement du thème de Jim Power lors d'un concert symphonique dédié à Chris Hulsbeck en 2008 à Cologne. Comme indiqué au début de cette émission, Jim Power a connu plusieurs portages, dont certains très réussis notamment sur PC Engine Super CD-ROM. Très fidèle visuellement à la version Amiga, offrant une nouvelle introduction de 6 minutes et des sons de qualité CD, cette version est généralement très appréciée des fans. Pour les versions PC et Super Nintendo, le jeu est rebaptisé Jim Power The Lost Dimension in 3D. Comme son nom l'indique, il tente de simuler une pseudo 3D et pour ce faire, des lunettes pour anaglyphes, avec des filtres rouges et bleus, sont fournies dans la boîte. Les différents scrolling parallaxes partent dans des directions opposées pour un effet au final totalement raté. On notera également un nouveau design pour le sprite de Jim. Une version Mega Drive de The Lost Dimension était également prévue, mais celle-ci fut annulée malgré un développement assez avancé. Pour les curieux, la ROM se déniche facilement sur internet. Bénéficiant de graphismes extrêmement soignés et d'une bande-son devenue culte, Jim Power ne manque pas d'atouts, mais il souffre malheureusement d'un level design assez linéaire, d'un gameplay peu étoffé, ainsi que d'un niveau de difficulté suffisamment corsé pour décourager les plus téméraires. Mais son ambiance est tellement grisante et électrique qu'on y revient toujours avec un grand plaisir. Et moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'en fait, certains de ces bruitages, les Gitaigo, sont retranscrits tels quels dans les dessins animés. Enfin, tels quels. On retrouve le son dans le bruitage. Par exemple, tu parlais du soleil qui fait K. Ça fait bizarre, un soleil, ça fait pas K. Pourtant, dans un dessin animé, quand il y a un soleil qui tape sur le personnage, ça fait K. Ouais, c'est vrai. Et c'est le K. On retrouve le même bruitage qu'il y a dans le manga écrit en katakana. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et comme dans Sailor Moon, quand elle sort son petit spectre, ça fait des petits des sons qui ressemblent voilà. au Kila Kila dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Non, mais vraiment, c'est ça, les Gitaigo, il y en a des centaines et des centaines qui permettent d'exprimer des nuances les plus subtiles et des choses vraiment inattendues parfois. Mais je vous en présenterai d'autres dans une prochaine émission. À bientôt, ciao!